Ça s'appelle la caricature, ça s'appelle la démagogie, ça s'appelle le mensonge. Je voulais vous dire ce soir, il y a une différence entre eux et nous. Cette différence, c'est l'esprit de parti. Nous plaçons notre pays au-dessus de notre parti. Eux, ils placent leur parti au-dessus de leur pays. Voyez-vous, le président de la République, depuis 5 ans, ne s'est jamais demandé une seconde si les mesures qu'il prenait pour protéger les Français, pour affronter la crise, si les mesures qu'il prenait étaient des mesures de droite ou des mesures de gauche. Il ne s'est jamais dit « je suis président de la droite ». Il ne s'est pas dit en 2007 « la droite a gagné ». Il n'a pas gouverné pour la droite, il a gouverné pour tous les Français. C'est la différence entre eux et nous. J'ai suivi le discours du Bourget. On m'a dit c'est la même chose que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy le 14 janvier 2007. Je ne dois pas avoir vécu le même événement. Moi, je me souviens d'une salle attentive, personne ne vociférait, personne ne hurlait, avec un candidat sur la scène qui ne disait pas la droite va écraser la gauche, mais qui disait laissez-moi aller vers ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, vers ceux que j'ai toujours combattus, laissez-moi rassembler les Français. Non, Bourget, nous avons eu un discours haut, très réussi, de chef de parti. Nous avons eu un discours très réussi, mais qui ressemblait à une motion de synthèse du Parti socialiste. J'ai vu un candidat partisan, férocement décidé à faire gagner son camp. Mais je dois dire que j'ai eu bien du mal à voir ce soir-là un présidentiable. Non que je dénie les qualités éminentes à M. Hollande, mais enfin, la différence quand même entre eux et nous, elle est bien là. L'esprit partisan, où je sais bien, on a dit que Nicolas Sarkozy avait accaparé l'État. Enfin, moi, je n'ai jamais vu un gouvernement socialiste, je n'ai jamais vu un président socialiste, je n'ai jamais vu une majorité socialiste donner la présidence de la commission des finances à un élu de l'opposition. Je n'ai jamais vu un président socialiste nommé à la tête de la Cour des comptes un député socialiste. Je n'ai jamais vu un président socialiste, un gouvernement socialiste compter dans ses rangs des représentants de l'opposition, en tout cas des gens qui venaient de ce qu'ils appellent l'autre camp. Bien, Nicolas Sarkozy l'a fait. Oui, il y a une différence entre eux et nous. C'est que d'un côté, il y a le sectarisme, et de l'autre côté, il y a le sens de la nation et l'esprit de la République. C'est tellement vrai qu'ils finissent par en oublier les réalités du monde. Car enfin, elle est extraordinaire, cette campagne. Tous les malheurs de la France, que dis-je, tous les malheurs de l'Europe et tous les malheurs du monde, n'ont qu'une seule et même cause. Cette cause, là, pour le coup, elle a un visage, et elle a un nom. C'est le visage du président de la République, c'est Nicolas Sarkozy. Extraordinaire, il n'y a pas eu de crise. Il ne s'est rien passé depuis 4 ans, depuis 5 ans. Il y a du chômage en France, regardez autour de vous. Il y a des inégalités en France, regardez autour de vous. Le pouvoir d'achat a diminué, les fins de mois sont plus difficiles, regardez autour de vous. Mais non, nul n'est besoin de regarder autour de soi quand on a la réponse toute faite. Le malheur est venu pas au président de la République, ou il préfère d'ailleurs ce langage, par la droite. C'est simple, il y a le camp du bien et le camp du mal. Alors le camp du bien, il est pour la justice, pour l'idéal, pour l'amour. Il y a même une candidate présidentielle la dernière fois qui avait fini un de ses grands discours par aimez-vous les uns les autres.
Rien ne les arrête. Le camp du bien, le camp du mal, évidemment, nous sommes dans le camp du mal. Nous aimons l'injustice. Nous sommes cupides, égoïstes. C'est extraordinaire, mais comment va-t-on pouvoir parler aux Français en ne leur parlant jamais des réalités du monde? Comment va-t-on pouvoir continuer de parler aux Français? Comment peut-on penser qu'on respecte les Français dès lors qu'on fait l'impasse, qu'on occulte la pire crise que le monde ait connue depuis plus d'un demi-siècle? Car jamais un président de la République n'a été confronté depuis la Seconde Guerre mondiale à une telle quantité d'épreuves, à une telle masse de bouleversements et un tel amoncellement de difficultés, de drames. Jamais. Nous avons un président qui a sans doute bien des défauts, mais qui a pris cette crise à bras-le-corps. Que fait-il depuis 4 ans, sinon l'affronter, sinon tout faire pour sauver les emplois des Français, pour sauver le pouvoir d'achat des Français, les économies des Français? On dit, il avait promis qu'il serait président du pouvoir d'achat. Regardez le pouvoir d'achat, oui certes. Mais s'il n'avait pas été là, il serait où le pouvoir d'achat des Français? Si tous les jours il ne s'était pas battu pour empêcher que tout s'effondre. Alors vous savez, c'est pas le culte de la personnalité qui me dicte ce que je vous dis, ce sont les faits. L'histoire lui rendra raison. Et les Français, j'espère aussi, et assez vite. Le président de la République était président de l'Union européenne au moment de déclenchement de la crise. Vous savez, la crise des subprimes, la grande crise financière de fin 2008. Eh bien, le président de la République a été l'homme qui a dépensé le plus de courage, le plus d'énergie et le plus d'intelligence, non seulement pour protéger les Français, non seulement pour sauver notre économie, mais pour sauver l'Europe et même le monde. Moi, je me souviens de la visite dramatique du président Sarkozy à Camp David pour rencontrer le président Bush et lui arracher le G20. Et s'il n'y avait pas eu le G20, que la France était la seule à vouloir, la crise de confiance de traverser l'économie mondiale se serait transformée en désastre. Alors c'est bien joli aujourd'hui, parce que le désastre n'a pas eu lieu, de penser qu'il ne pouvait pas avoir lieu. Mais nous sommes passés, l'économie mondiale est passée au bord d'un gouffre béant. Et le président de la République française, vous savez, ce tout petit pays, on dit toujours c'est une puissance moyenne, moins que moyenne. Eh bien ce tout petit pays a joué un rôle dans ces circonstances dramatiques sans commune mesure avec sa taille, mais certainement tout à fait conforme à sa vocation dans le monde. La France n'a jamais été superpuissance mondiale comparable aux États-Unis d'Amérique, ou à la Chine avec ses près de bientôt 1,5 milliard d'habitants, mais elle a toujours joué un rôle important dans le monde, bien au-delà de ses capacités matérielles. Et la France a toujours été un pays qui a toujours été plus grand lorsqu'il l'était pour les autres que lorsqu'il l'était pour eux-mêmes, que lorsqu'il l'était pour lui-même. Et une fois encore, il a été, oui, une fois encore, la France, et ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps, a été à la hauteur de sa vocation. Elle l'a été dans la crise financière, mais elle l'a été dans tous les grands bouleversements diplomatiques et politiques que le monde a connus. Quand j'ai vu les foules immenses en Côte d'Ivoire accueillir le président de la République, quand j'ai vu la multitude à Benghazi des Libyens qui devaient leur vie à l'intervention française acclamer le président de la République, quand j'ai vu les 100 000 Géorgiens sur la place de la Liberté à Tbilissi, chose qui ne s'était jamais vue dans l'histoire de la Géorgie, j'ai senti à quel point la France était entendue, la France était respectée, la France était aimée, et je me suis reconnu dans cette France-là et dans la politique qui avait conduit à mettre la France, à faire ainsi aimer la France. Alors quand j'entends dire que la France a été abaissée,
que la France n'est pas respectée. Encore, je me demande vraiment de quoi on parle, et je constate une fois de plus les ravages de l'aveuglement partisan qui a poussé un certain nombre de dirigeants de l'opposition il y a quelques mois à défiler bêtement à Dakar pour s'excuser d'un discours du président de la République qu'aucun d'entre eux n'avait lu. Ces gens qui n'ont cessé de préférer leur intérêt de parti à l'intérêt de la France, qui se sont réjouis chaque fois que la France rencontrait une difficulté parce que c'était une difficulté pour le gouvernement ou pour le président de la République, et qui ont même du mal à cacher leur joie lorsqu'une des agences de notation a, il y a quelques semaines, dégradé la France. Ces gens-là prétendent gouverner le pays. Voilà la différence entre eux et nous. C'est que les difficultés de la France ne nous ont jamais réjouis, même quand elles affaiblissaient nos adversaires. Alors la crise. Oui, la crise parce qu'il faut commencer par là. Nul ne peut espérer bâtir un vrai projet politique qui ne soit pas enraciné dans un diagnostic sur la crise, dans un diagnostic sur l'état du monde, dans un diagnostic sur l'état de la société, de l'économie. La crise, quelle est-elle? Alors pour eux, on sait, la crise, c'est la politique économique du gouvernement depuis 5 ans. Bien. Essayons d'être un peu sérieux. Cette crise, elle marque la fin d'un cycle de 30 ans, un cycle économique de 30 ans, pendant lequel les grands pays développés ont édifié un monde qui est absolument intenable pour les pays développés. Nous avons accepté de construire une mondialisation sans règles, à la merci de nous mettre ainsi à la merci de tous les dumpings, de toutes les concurrences déloyales. Et les ravages de cette mondialisation sans règles sont très vite devenus insupportables pour les sociétés et les économies des pays développés. La seule solution pour les supporter, c'était la fuite en avant dans l'endettement. Endettement privé ou public. Pour supporter cette mondialisation sans règles, on a créé un système financier qui avait pour but de permettre de s'endetter sans limite, le plus facilement possible, pour les ménages, pour les entreprises et pour les États. Il fallait que les pays excédentaires puissent financer les pays déficitaires. Il fallait que le capital puisse aller chercher ailleurs des profits qu'il ne trouverait plus à cause de cette mondialisation sans règles dans les pays développés. Il fallait enfin que les ménages puissent survivre. Donc dans certains pays, ce sont les ménages qui se sont surendettés. Dans d'autres pays comme l'Angleterre, par exemple, mais aussi l'Espagne ou les États-Unis, dans d'autres pays comme la France, c'est l'État qui s'est endetté à la place des ménages. Et la crise venant, tous ces pays, tous, du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, tous ces grands pays se sont retrouvés dans la même situation face à une crise de la dette qui ne permet plus la fuite en avant dans l'endettement et qui nous renvoie donc aujourd'hui aux causes du phénomène, c'est-à-dire au désastre de cette mondialisation sans règles et de cette financiarisation folle, parce que oui, nous avons créé un monde de l'argent fou. Moi, j'ai rien contre la finance, je n'ai rien contre les banques, je n'ai rien contre les employés de banque, mais oui, nous avons créé un monde d'argent fou et j'ai quelque chose contre l'argent fou. Et d'ailleurs, c'est quelque chose contre quoi le président de la République lutte avec un acharnement, sans se demander encore une fois si c'est la droite ou la gauche. Si c'est de droite ou de gauche, lutte depuis 2008. Et je me souviens du premier discours de Toulon, où le président de la République avait dit, voilà, l'argent fou c'est fini, la toute-puissance des marchés financiers c'est fini, la spéculation, la rente, il faut en finir. Et je ne me souviens pas à l'époque d'avoir entendu l'opposition dire chiche. Non, rien. À aucun moment, depuis 4 ans, le Parti socialiste a soutenu sur la scène internationale, sur la scène européenne, les initiatives du gouvernement français, les initiatives de la France. Une France qui, encore une fois, était
dans sa vocation naturelle, en se battant contre une telle folie et en essayant d'y apporter remède. Alors ils me disent, ah mais vous n'avez pas obtenu de résultat, nous ferons mieux. Vous ferez mieux? Et vous ferez mieux comment? Vous ferez mieux pourquoi? Parce que votre candidat est plus déterminé, plus intelligent, plus courageux que le président de la République? C'est une blague. Mais c'est une blague. Il suffirait que leur candidat soit élu pour que l'Allemagne change d'attitude vis-à-vis de la monnaie, pour que la démographie allemande change, pour que les Chinois brusquement se mettent à réévaluer leur monnaie, pour que les Anglais acceptent la taxe sur les transactions financières, pour que les Américains changent d'attitude vis-à-vis de l'Europe. C'est une drôle de façon de respecter les Français. Vous voulez faire changer d'avis les Allemands? Sans doute, il y a une solution très simple, qui trancherait. Vous allez voir le gouvernement allemand, vous lui dites ou vous changez de politique ou je sors de l'euro. Est-ce que c'est ce que M. Hollande veut faire? Si c'est le cas, qu'il le dise, et on aura un débat, un vrai débat, et non pas un faux débat, pendant les mois qui restent avant l'élection présidentielle. Laissons un instant M. Hollande de côté et restons sur ce problème de la crise. Il est absolument central. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une campagne qui se déroule sans parler de la crise et sans un diagnostic sur la crise. Alors, je sais bien, il y a ceux qui expliquent que tout ça c'est la faute, ou c'est la faute de la droite qui a fait n'importe quoi, ou c'est la faute des Français qui ont trop dépensé, qui ont trop bien vécu. Alors, le président de la République a choisi une voie qui mérite d'être méditée. Et il l'a dit très clairement à plusieurs reprises, il l'a dit notamment dans son dernier grand discours de Toulon. Il a dit non, c'est pas la faute des Français. Non, les Français, la plupart des Français travaillent, la plupart des Français se donnent du mal, la plupart des Français depuis 30 ans ont accepté toutes les transformations, toutes les adaptations, ils ont accepté de faire des gains de productivité, ils ont accepté tous les sacrifices. C'est le système qu'il faut changer. Seulement, bien sûr, la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous n'en sortirons pas sans demander un effort supplémentaire. Mais il faut demander aussi à ceux qui sont responsables de la crise et pas seulement à ceux qui n'en sont pas responsables. Et puis, il faut choisir. Est-ce qu'on sort de la crise par le bas ou est-ce qu'on en sort par le haut? Par le bas, ça veut dire la restriction, ça veut dire toujours plus de récession, toujours plus de déflation, peut-être un jour de dépression. Ça veut dire soit qu'on prive les uns des pauvres allocations qui leur permettent de survivre, soit qu'on matraque fiscalement les autres. Ça, c'est deux façons d'en sortir par le bas. Le président de la République, lui, en a choisi une autre. Sortir par le haut. Sortir par le haut, c'est tout simplement sortir par le travail et par l'effort. Choisir de ne pas baisser le niveau de vie, ni des classes populaires, ni des classes moyennes, et ni même d'une partie des classes moyennes supérieures. C'est difficile, vous savez, les contours des classes sociales. C'est un concept assez compliqué que j'aime pas beaucoup. Mais quand je vois que dans certaines études sur les classes moyennes, on ne met pas les ingénieurs, les cadres moyens, etc., je me dis que c'est un peu difficile à utiliser. Donc, sortir par le haut, c'est-à-dire sortir sans baisser le niveau de vie, mais en travaillant davantage. Oui, plutôt que de baisser les pensions de retraite, il vaut mieux travailler quelques années de plus. Oui, plutôt que de baisser les salaires des fonctionnaires, il vaut mieux diminuer le nombre de fonctionnaires, ce qui permet en plus d'augmenter un peu la rémunération de ceux qui se donnent beaucoup de mal pour faire leur travail. Sortir par le haut et dire aux Français, montrer aux Français qu'on les respecte, qu'on respecte leurs efforts, qu'on respecte leur travail. Montrer aux Français qu'on les respecte, c'est d'abord ne pas leur mentir, ne pas tricher, ne pas leur raconter n'importe quoi. Oui, nous venons de vivre 5 années terribles. Et la crise dans laquelle nous sommes encore va accoucher d'un monde nouveau. Et que le rôle de la politique, c'est d'imaginer, c'est d'inventer ce monde nouveau. Jamais, jamais depuis des années, on a autant demandé à la politique, pas seulement de la bonne gestion, mais aussi la capacité d'inventer quelque chose d'autre.
Oui, nous avons tout à refaire. Oui, pour la première fois depuis 30 ou 40 ans, les projets de société sont revenus au centre de la politique. Quel est le projet de société de nos adversaires? Voilà la question qui va se poser pendant toute cette campagne. Évidemment, quel est le nôtre aussi? Et ce projet de société contre projet de société, c'est comme ça que va se dérouler la campagne, pas simplement en se lançant à la figure des additions et des soustractions. Non. Comment imaginons-nous l'avenir? Quelle société préparons-nous? Quelle société nous préparez-vous? Alors je sais bien que la Sarkozy, il est responsable de la crise grecque, de la crise irlandaise sans doute, de la crise portugaise, espagnole, italienne, la crise de l'euro, la crise des subprimes, sans doute aussi du tsunami au Japon. Peut-être, qui sait, mais on l'a suggéré à un moment, peut-être aussi des scandales de mœurs, New York, Wally. Nous avons dans cette campagne la tâche difficile de combattre le mensonge et la caricature. Nous avons dans cette campagne la tâche difficile de reparler des vrais sujets. Nous avons dans cette campagne la tâche difficile, oui, de parler de la crise, non pour en faire une excuse, non pour en faire un prétexte, mais simplement pour dire la vérité. Écoutez-les. Les comptes publics sont plus dégradés aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est parce que vous avez mal géré. Fantastique. Et alors, que fallait-il faire pendant 5 ans? Il ne fallait pas soutenir l'économie quand elle menaçait de s'effondrer. Il ne fallait pas de plan de relance. Mais les mêmes, à l'époque, nous expliquaient que le plan de relance n'était pas suffisant, qu'il fallait le doubler, qu'il ne fallait pas se contenter de l'investissement, qu'il fallait faire aussi de la consommation. Où en serions-nous aujourd'hui? C'est intéressant, ils n'ont pas gouverné, mais ils ont voté. Ils ont voté contre le plan de relance parce qu'il n'était pas assez important, parce qu'il n'était pas sur la consommation. Ils ont voté contre le deuxième plan de sauvetage de la Grèce. Ils ont voté contre le grand emprunt, mais aujourd'hui on nous parle des investissements. Enfin bref, ils ont voté contre tout. Aujourd'hui ils nous donnent des leçons. Il va falloir dire la vérité. Il va falloir dire la vérité en face d'adversaires qui préfèrent les petites affaires de parti à la grande politique. Oui, la politique n'a jamais eu à affronter autant de défis, elle n'a jamais eu à supporter autant de responsabilités qu'aujourd'hui, et jamais elle n'a autant exigé de ceux qui demain, qui aujourd'hui et qui demain seront en charge des destinées du pays. Oui, cela fait bien longtemps qu'elle n'avait pas eu une telle responsabilité. Oui, il faut reconstruire la politique pour reconstruire le monde. Et l'on ne peut reconstruire la politique qu'en partant de l'essentiel. On ne peut reconstruire la politique qu'en partant des valeurs, car dans les circonstances où nous sommes, la politique ne peut pas être que de la gestion. Oui, nous avons besoin véritablement d'une politique de civilisation. Et les imbéciles qui ont ricané quand le président de la République, au début de l'année 2008, a proposé une politique de civilisation, ces imbéciles ont eu bien tort. Comme ont eu bien tort aussi, c'était souvent les mêmes, ceux qui nous ont expliqué que la question de l'identité nationale ne se posait pas et qu'il n'y avait aucune nécessité de se demander ce que voulait dire à notre époque être français. Oui, reconnaissons-le, le débat sur l'identité nationale a été un échec. Mais la question posée, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, était-elle si déplacée quand pour la première fois dans notre histoire, une partie des Français éprouvent une véritable haine de la France? Quand le communautarisme, les bandes, les tribus menacent à ce point la cohésion nationale et toutes nos valeurs républicaines? Quand tant d'entreprises, souvenez-vous, l'on disait transnationales, échappant à tout ancrage national, pour ne pas être emportés par la crise, ont dû appeler les États au secours, sans jamais, vous le remarquerez, se tromper de guichet. Oui, qu'est-ce qu'être français? N'est-ce pas une question pertinente quand notre capacité à nous parler, à nous comprendre, à vivre ensemble,
est mise à si rude épreuve. Nos adversaires nous parlent de la France, ils ont redécouvert ce mot. Mais si tout le monde était d'accord, si ça voulait dire la même chose pour chacun, si la fierté d'être français était unanime, partagée, si les devoirs que nous avons les uns vis-à-vis des autres allaient de soi, pour tout le monde, alors la question n'aurait pas besoin d'être posée. Mais pardon, j'ai bien l'impression que ce n'est pas le cas. J'ai entendu un jour quelqu'un expliquer à la radio qu'il était français parce qu'il habitait en France et que par conséquent, il n'y avait aucune question à se poser, parce que sa vie était en France, point à la ligne. Eh bien, pardon, mais il y a là un désaccord absolument essentiel. Moi, je ne serai jamais d'accord sur rien avec quelqu'un qui m'explique qu'être français, c'est tout simplement avoir une adresse en France. Être français, pour moi, c'est bien autre chose. Être français, pour vous, c'est bien autre chose. Bien autre chose qu'une adresse. Bien autre chose qu'un domicile. Bien autre chose même qu'un emploi. Et nous avons eu tort, oui, nous avons eu tort d'abandonner l'assimilation pour l'intégration. Oui, l'intégration, c'est matériel, c'est social, c'est le logement, le travail, c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. L'assimilation, c'est en plus le partage d'une histoire, d'une culture, d'une façon de vivre, de penser, d'une morale. Il ne s'agit pas d'exproprier quiconque de sa propre histoire, de lui demander de renier ses origines, mais de prendre en partage quelque chose de plus. Est-ce trop demandé? Il ne s'agit pas de retrancher, mais d'ajouter. Et vous savez, en politique, tout se joue d'abord sur l'objectif. Tout se joue d'abord sur les fins. Si l'on renonce à l'objectif, si l'on renonce aux fins, alors c'est sûr, on ne trouvera jamais les moyens. Dans quel pays, dans quelle société voulons-nous vivre? Vous voyez, c'est une question centrale. Et la crise nous la pose avec une acuité sans pareil depuis 30 ou 40 ans. Voilà la question que la crise ne nous permet plus d'éluder. La politique, ça ne commence pas par le catalogue. Le catalogue, c'est à la fin peut-être. La politique, ça commence par les valeurs. La politique, au fond, cela commence par des choses très simples, vous savez. La politique, cela commence souvent par la prise de conscience de ce à quoi on s'oppose, de ce qu'on ne veut pas. Alors je vais vous dire, quand quelqu'un propose de supprimer le défilé du 14 juillet, je n'ai pas besoin d'en savoir plus sur son programme. Je sais, je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Quand quelqu'un n'est pas indigné par la profanation du drapeau français, je n'ai pas besoin d'en savoir plus sur son programme. Je sais que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Quand quelqu'un ne ressent absolument aucune émotion devant les cercueils des soldats français habillés dans la cour des Invalides, je sais que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Quand quelqu'un veut excuser le voyou sous prétexte qu'il est un enfant de pauvre, je sais que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Parce que, voyez-vous, chez les pauvres, on n'éduque pas ses enfants pour être des voyous. Chez les pauvres, on éduque souvent mieux ses enfants que chez certains riches. Chez les pauvres, il y a souvent plus de morale que chez les autres. Celui qui ne le comprend pas, un tel mépris pour la pauvreté, un tel mépris pour ceux qui sont au bas de l'échelle, que je ne serai jamais, je sais que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Celui qui veut donner des récompenses aux enfants qui acceptent d'aller à l'école, je sais que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui, parce qu'aller à l'école est un devoir, parce que l'école est un cadeau que la République fait à tous les enfants. L'enfant qui va à l'école, c'est pas lui qui fait un cadeau à la République. Non, c'est la République qui lui fait un cadeau. Celui qui ne le comprend pas, je sais que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Celui qui pense que les familles n'ont aucune responsabilité dans l'éducation de leurs enfants, je sais que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Celui